Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on s'intéresse au livre des merveilles, qui rend compte du long voyage de Marco Polo sur les routes de l'Orient en Chine. En apportant des éléments nouveaux à la connaissance d'un monde redouté, il répond à la curiosité humaniste des rois d'Europe et de leur cour. On y découvre des observations d'ordre encyclopédique sur les coutumes tartares, mais aussi des légendes où le surnaturel tient la première place. Les siècles n'y font rien, le livre de Marco Polo instruit, étonne et émerveille toujours. Vous voulez en savoir plus sur le livre de Marco Polo? Venez avec moi. Empereur et roi, duc et marquis, comte, chevalier, bourgeois, monseigneur, et tout ce que vous désirez vous informer sur les diverses populations et sur les curiosités des diverses régions du monde, prenez ce livre et faites-le lire. Vous y trouvez toutes les extraordinaires merveilles et la grande singularité de la grande Arménie, de la Perse, de la Tartarie, de l'Inde et bien d'autres pays. Ainsi s'ouvre le Devissement du monde, aussi appelé Livre des merveilles, écrit par Marco Polo à son retour de Chine. Après avoir passé 24 ans à voyager et à engranger une multitude de connaissances et d'expériences, Marco Polo, parti à Venise à l'âge de 17 ans, revient dans sa cité natale en 1295. Peut-être n'aurait-il jamais mis par écrit ses voyages s'il ne s'était pas trouvé en prison à Gênes, en compagnie d'un paysan auteur d'un roman d'aventure, Ruccello da Pizza. Le partenariat entre les deux hommes va permettre la rédaction de ce livre extraordinaire qu'est le Devissement du monde, dont le prologue indique que la rédaction s'est achevée en 1298. Ruccello insiste sur le caractère unique de l'expérience acquise par Marco Polo, en déclarant que nul homme depuis Adam n'a possédé une telle connaissance du monde et de ses merveilles. Placée en ouverture du récit, cette affirmation cherche bien entendu à donner au lecteur l'envie de poursuivre sa lecture, mais elle rend bien compte également du sentiment que devait éprouver le voyageur vénitien vis-à-vis de son expérience exceptionnelle. C'est ce qui fait le prix de ce récit. Si Marco Polo n'est pas le seul voyageur à aller jusqu'en Chine au Moyen-Âge, il est le seul à y avoir séjourné si longtemps, à avoir ainsi acquis une connaissance aussi approfondie des mondes chinois et mongols, sans compter la langue, ainsi que sa longue traversée de l'Asie centrale, à l'aller et les nombreux mois de navigation à travers l'océan Indien lors du voyage de retour. Aucun autre récit de voyage médiéval n'égale celui de Marco Polo, par son ampleur, la richesse de ses informations. Le Devissement du monde n'est d'ailleurs pas à proprement parler un récit de voyage au sens moderne du terme. Il ne prend pas la forme d'un journal de voyage où les étapes seraient décrites les unes après les autres, jour après jour. Après les premiers chapitres où est retracé à grands traits le parcours suivi par Marco Polo, son père et son oncle pour se rendre en Chine, puis pour revenir en Europe, la plus grande partie de l'ouvrage consiste en une succession de chapitres portant chacun sur une région ou une province différente. Y sont décrites la population, ses mœurs, ses coutumes, les richesses locales, ressources naturelles, produits locaux, artisanaux de chacune de ces régions. Au cœur du livre se trouve également une série de chapitres consacrés à la cour du grand Khan Kubilai Khan de Chine et décrivant l'empereur, sa famille, ses palais, l'organisation de sa cour, ses fêtes somptueuses, ses chasses, l'organisation de l'empire. Ce livre est donc davantage une description du monde qu'un récit de voyage au sens propre. Il s'agit presque d'un traité de géographie. Dans le prologue de son récit, Marco Polo affirme vouloir rapporter les choses vues comme vues et les choses entendues comme entendues, afin que notre livre soit authentique, véridique et exempt de tout mensonge. Il prétend ainsi ne chercher qu'à raconter la vérité, mais peut-on le croire ? Certes, Marco Polo exagère parfois ou enjolive la réalité, par exemple lorsqu'on l'attribue à son père, son oncle, et lui le mérite d'une victoire remportée par le grand Khan en 1273, alors qu'il n'était pas encore arrivé en Chine. Il relaie aussi parfois des informations qu'il n'a pas pu vérifier, comme ce qu'il rapporte à propos du Japon. Il évoque ses palais entièrement recouverts d'or, d'après ce que lui a raconté les troupes mongoles, qui ont tenté en vain de conquérir. Il est néanmoins le premier Européen à parler de ce pays jusque-là inconnu et à le faire entrer dans les connaissances géographiques. Dans leur grande majorité, les informations transmises par les voyageurs sont exactes.
et surtout nouvelle pour ses lecteurs. C'est la raison pour laquelle son récit a connu rapidement un grand succès, qui ne s'est jamais démenti. Ainsi, quelques années à peine après l'achèvement de l'écriture du devissement, Pietro da Lambano, mort en 1313-1316, professeur de l'université de Padoue, a cherché à rencontrer personnellement Marco Polo pour lui poser des questions sur son voyage à travers l'océan Indien. À la mort de Marco Polo en 1324, le dévissement du monde circulait déjà en Italie, en France et allait bientôt atteindre l'Angleterre. Il était déjà traduit dans plusieurs langues, mouvement qui s'amplifia encore dans les décennies suivantes. À la fin du Moyen-Âge, l'ouvrage peut être lu dans toute l'Europe occidentale et centrale, dans une douzaine de langues, intitulé dans sa version originale Dévissement du monde, ce qui signifie description du monde. Le livre de Marco Polo prend parfois d'autres titres. Celui de Livre des merveilles fait référence à la fois aux nombreuses merveilles qui y sont racontées, mais aussi aux magnifiques enluminures qui décorent certaines de ces manuscrits, dont la plus célèbre est aujourd'hui conservée à la Bibliothèque nationale de France, sous la cote français de 1810. Ce manuscrit, commandé par le duc de Bourgogne Jean sans peur, fut ensuite offert à Jean de Berry comme étrenne en 1413. Comprenant aussi d'autres récits de voyage et descriptions de l'Orient, ce superbe manuscrit comporte 265 enluminures dues à plusieurs artistes, ce qui en fait un livre autant destiné à être lu qu'à être regardé. L'image qui se dégage de la lecture du Dévissement du monde est celle d'un Orient fabuleusement riche, fertile, foisonnant, en tout point différent de l'Occident. Le merveilleux est omniprésent, mais il ne s'agit pas d'un merveilleux fantaisiste. Le voyageur reprend très peu les monstres et les légendes issues des textes antiques. Il s'émerveille au contraire de la faune et de la flore, des mœurs des populations locales et de leurs différents savoir-faire. Ainsi, il est impressionné par la porcelaine chinoise, la soie, mais aussi par le papier-monnaie que le grand Khan impose dans son empire. La façon dont ce dernier gouverne est d'ailleurs chez le Vénitien une source d'admiration. Il fait un portrait idéalisé de ce souverain, présenté comme non seulement extrêmement puissant, mais aussi juste et soucieux du bien-être de ses sujets. Parmi les nombreuses merveilles décrites par Marco Polo, on peut mentionner l'amiante, dont il a vu des mines dans le nord-ouest de la Chine. Il décrit précisément le mode d'extraction et de production de ce minerai, dont il corrige l'identification alors faite en Occident avec un animal, la salamandre. Il indique que le grand Khan a offert une toile tissée en amiante au pape, afin de protéger une relique précieuse. Autre merveille pour laquelle Marco Polo corrige l'image qu'on en avait en Europe, la licorne. Il raconte avoir vu à Sumatra un rhinocéros, bête à une corde, hideuse, aimant se vautrer dans la boue. Il s'agit bien pour lui de la licorne, unicorne, comme on la nomme alors, mais l'animal ne correspond pas tout à fait aux représentations qu'on en fait en Occident. C'est un animal d'aspect très laid, rien à voir avec la licorne dont on prétend ici qu'elle se laisse prendre par une jeune vierge. Je vous dis qu'il est tout le contraire de ce que nous disons chez nous de la licorne. Curieusement, les enlumineurs qui ont illustré ce passage de ce livre ont conservé l'image traditionnelle de la licorne, et qui des blancs portant une longue corne sur le front. En fils de marchand vénitien, Marco Polo est évidemment émerveillé par les richesses de l'Orient, ses pierres précieuses, les rubis, les diamants, les perles, ses épices abondantes et bien moins chères qu'en Europe, le poivre cultivé dans le sud de l'Inde, la cannelle, le clou de girofle, le gingembre, les riches étoffes comme la soie ou les tissus brodés. Marco Polo est impressionné par la grande cité de Kinsay, la cité du ciel, capitale de la Chine du Sud, qui avec ses canaux, ses ponts, ses nombreux artisans et marchés, lui rappelle Venise, mais une Venise au centuple. Pour Marco Polo, c'est incontestablement la ville la plus splendide du monde. Les superlatifs se succèdent pour décrire cette cité. Elle a une circonstance de 100 000, qui comprend 12 000 ponts, 12 000 ateliers d'artisans, 3 000 établissements de bains. Il s'y trouve tellement de marchands et si riches qui font un tel commerce que personne ne pourrait vraiment en dire l'ampleur, tant elle est démesurée. Le grand Khan, qui a conquis la ville et toute la province, qui elle dirige, en tire d'immenses revenus.
Dans le même province se trouve le port de Caïton. C'est au port de cette ville qu'accostent tous les navires arrivant de l'Inde avec une grande quantité de coûteuses marchandises, beaucoup de pierres précieuses de grande valeur, de grosses et belles perles pour un navire transportant une cargaison de poivre qui arrive à Alexandrie ou quelque autre port à destination de la chrétienté. Il en arrive 100 à ce port de Caïton. De quoi faire écarquiller les yeux des lecteurs du Devissement du monde, mais aussi les inventer à rêver et à partir à l'aventure. C'est à la recherche de la Chine et du Japon de Marco Polo que Christophe Colomb entreprend de traverser l'Atlantique. Qu'on l'a vu, des magiciens, des enchanteurs, des palais somptueux, des chercheurs de diamants, des peuples cannibales, des pirates, des batailles, des parties de chasse à dos d'éléphants, des fauves apprivoisés. Au cours de son fabuleux voyage de Venise jusqu'en Chine, Marco Polo a découvert bien des merveilles. Il révèle ainsi à ses contemporains l'existence de peuplades inconnues aux coutumes surprenantes. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo en ma compagnie. Si vous voulez connaître mes autres vidéos, retrouvez-moi chaque matin à partir de 6h45 sur ma chaîne YouTube Tout sur l'Histoire avec Damien, mais également sur les réseaux sociaux Twitter et Instagram, Histoire Damien. Et pensez à liker, commenter et vous abonner. Je vous remercie.